Coucou mon pompon. Pom 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 pom. Ah là là. Combien d'heures à vibrer rien qu'au son du générique. Combien de lundis tendax à la machine à café pour pas se faire spoiler. Combien de théories sur qui sur le trône, qui meurt, d'où qui viennent les White Walkers. Et que de déception du coup, hein, au final. Mais bon, il faut le reconnaître, Game of Thrones a réussi à faire un truc que j'avais pas vu depuis la Coupe du Monde 98. Cette série a rassemblé presque tout le monde autour d'une même ferveur, et ça, c'était franchement cool. On a tous nos petits chouchous dans cette série, moi j'en ai même beaucoup trop. Mais je suis pas peu fière d'avoir rapidement désaimé Daenerys. Que dire d'Oberyn Martell, Brienne de Tarth, Sam Tarly, Theon Greyjoy, Lyanna Mormont, Lady Olenna. Oui, et aussi Sir Pounce. Sir Pounce, mon pompon? Oui, c'est le petit chat de Tommen, moi je l'aime bien. Oh, c'est vrai, tu as raison, un petit personnage adorable, comme Tommen d'ailleurs, pauvre gosse. Eh ben moi, si on me demande, j'aimais bien le Jon Snow. Ah oui, Catchy, il est relou Prumdug un peu, non? Eh ben, peut-être, mais en tout cas, il était bien chouqué avec son petit chignon. Oh, Cathy, faut pas objectifier les gens comme ça, voyons. Bon, bah, en tout cas, ça montre que dans cette saga, on a l'embarras du choix, et puis il y en a pour tous les goûts. Mais sur mon podium, il y a Brienne, j'ai tant pleuré à son adoubement. Sandor Clegane, qui, à mes yeux, et bien qu'il s'en défende jusqu'au bout, est l'essence même du vrai chevalier, et Tyrion Lannister. C'est à lui que je décide de consacrer ce premier épisode sur l'univers de Goth. Oui, il y en aura d'autres, tu penses. Et il inaugure également une petite série consacrée à 5 exercices de RD un peu frères et sœurs, et numérotés, exercice numéro 1, numéro 2, etc. Et les mains, la tête, les bras, les jambes et tout le corps. Tout un programme. Mais penchons-nous pour l'heure sur le dernier survivant, et oui, d'une famille qui fait peur, avec le petit lion Tyrion Lannister. Dis donc, ça a pas l'air funky saucisse d'être un Lannister. Alors, d'après ce que j'ai compris, ouais, j'ai pas lu les bouquins et je me suis pas non plus plongée dans House of the Dragon parce que je suis pas encore tout à fait de bonne humeur rapport à la fin de Goth. Bon, laissez-moi tranquille, j'avance à mon rythme. Donc, d'après ce que j'ai compris, à la base, les Lannister, c'est pas du tout de la haute. Je veux dire, ils sont nobles et tout, mais c'est genre des nouveaux riches, tu sais. Ils ont pas les codes, c'est un chouille bling-bling et tout. Ceci dit, t'as qu'à voir leur blason, doré et cramoisi, et comme animal, allez le lion! Non, il y a clairement un truc à compenser en termes d'estime de soi. Leur puissance est d'ailleurs d'abord financière. Un Lannister paye toujours ses dettes. Quand t'as les moyens de tout, ça ouvre des portes et ça ferme des bouches. Alors, je sais pas si c'est dû à cette histoire d'image durement gagnée, mais il fait pas bon être un gosse à Tywin Lannister, les pompons. Ah ben, c'est le genre de daron qui devrait verser un pécule gros comme le PIB de Bravos à chacun de ses mômes pour parer aux futurs frais de psychanalyse. Je vais pas trop m'étendre sur Jaime, bon gars en vrai, et sa jumelle Cersei, puisque cette dernière aura droit à son épisode perso. Eh ouais. Mais disons que si t'es un Lannister, tape dans tes mains déjà, et surtout t'es tenu d'être BG++. Ah bah, avant de conquérir le trône de fer, on a clairement déclaré la guerre aux cheveux cassants et aux pointes sèches. Ils sont gorgeous. Et du coup, en Benjamin, tu as Tyrion, à qui on ne cessera de reprocher la mort en couche de sa mère, et dont le père considère le fait de ne pas l'avoir tué à la naissance comme la preuve d'amour max qu'il pouvait lui donner. Si on ajoute à cela le fait qu'on le laisse se faire traiter de nain, de lutin, de monstre, bon, notez que ça dérange personne que Jaime soit systématiquement nommé le Kingslayer, alors qu'il a juste empêché le roi Zinzou de burning down tout King's Landing. Non mais chouette famille, hein, je vous dis. Donc,
Pour finir sur Tyrion, pire truc, sa propre famille l'humilie par 2 fois en lui faisant croire à l'amour d'une femme. Et publiquement en plus pour la première qu'il a épousée. Est-ce qu'on peut faire plus cruel ? Bon, ok, on pourrait demander à Daenerys comment elle a bien kiffé son adolescence avec son frangin, ou à Theon si papa Greyjoy lui racontait de belles histoires avant le dodo. On n'est pas en reste niveau sadisme dans cette série. Mais quand même, sans l'amour de Jaime, moi je crois que Tyrion n'avait aucune chance de ne pas sombrer dans la folie. Il flirte d'ailleurs souvent avec les extrêmes et se déploie devant lui à de nombreuses reprises dans la série de multiples chemins sombres. « Je suis ton fils, j'ai toujours été ton fils », déclare-t-il, comme s'il embrassait la monstruosité de son sang avant de tuer son père, accomplissant ainsi son destin de tragédie. Eh bien justement, parlons-en de ce côté tragique. Moi, j'ai toujours perçu l'écriture de ce personnage comme très shakespearienne. Et oui, et tu n'y échapperas pas, mon pompon, je m'en vais bien t'expliquer pourquoi. Oh, peu cher, je sens que ça va être long cette affaire. Je m'avais préparé une thermos de café et du jus de fruits bien vitaminé pour Pompon. Je sais pas comment je dois le prendre, hein, Catchy. Moi, je suis prêt, Captain Sophro. Ah, bravo, mon pompon. En voilà au moins un qui fait preuve de curiosité. Alors, pour moi, les pièces de Shakespeare, c'est toujours l'histoire d'un éveil. Bon, songe d'une nuit d'été, déjà, hein, rien que ça. Alors, éveil à l'amour et tout, mais ça, chez moi, ça m'intéresse moyen. Mais surtout, et là, ça me met en transe, éveil du devoir. Le devoir, chez un autre auteur comme Racine, par exemple, c'est ce que le destin contredit. C'est merveilleux chez Racine. Ce qui fait de nous des humains, les passions, vient foutre par terre ce que ta volonté et ton rôle social ont mis des lustres à construire. Et donc, on décède bêtement comme que c'était prédit par un oracle quelconque. Ben, chez Shakespeare, et c'est formidable, ce sont les passions qui éveillent le devoir, de grandeur par exemple, et qui renversent un destin établi. Le devoir se double en plus souvent d'une quête de reconnaissance dans la lignée d'une famille. Bon, je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. Hamlet, jeune prince trou du cul qui batifole avec la fille d'un ministre roturier. Destin de base, être beau comme un radiateur romain, prendre la succession de papa et se taper des tas de gros poulets rôtis dans un royaume glorieux. Passion. Hamlet ne supporte pas que Momon, qu'il désire, Édipe, tout ça, est un amoureux et décide donc de foutre le royaume du Danemark à feu et à sang sous prétexte qu'il y aurait quelque chose de pourri dedans à skip. Bon. Éveil du devoir. Être un fils digne en vengeant un père. Laver l'honneur d'un royaume en décapitant la grosse tête lubrique. Notons que la passion chez Shakespeare peut donc écraser copieusement ce qu'on appelle communément la passion, l'amour. R.I.P. Ophélie, par exemple. La passion, ici, c'est une folie du devoir. Et notre Tyrion dans tout ça alors ? Le zozo commence mal son destin. Être nain au milieu d'une famille de sublimes, on l'a vu, ça craint du boudin. Seul le rôle de bouffon soudard semble pouvoir lui convenir. Le bouffon dans Hamlet, c'est Yorick, le crâne qui éveille le devoir du prince. Hop, je te pose ça là. Mais il est intelligent, l'animal, et comprend la politique comme personne. Talent qui ne suffit pas à forcer l'admiration de son père. Bon, en plus, sa sœur couche avec l'autre frère, on n'est pas loin de l'Édipe. Et bim, tentative permanente de reconnaissance familiale. Et passion, du coup. Eh oui, boum, le v'là en position d'exercer le pouvoir, alors qu'il est catapulté dans le rôle de main de son affreux neveu fraîchement devenu roi. Eh ben hop, éveil du devoir. Il transcende même la fonction de stratège de l'ombre qu'il se fixait au départ. On l'avait montré fuyant et en grande difficulté dans la bataille contre Stark dans le camp de son père. Il devient chef de guerre, exhorteur de troupes, général au cœur du combat, au siège de Port-Réal. C'est pas vraiment ce qu'il veut, c'est ce qui doit être fait. Sa volonté est assujettie à sa folie du devoir. Chez Shakespeare,
Le personnage que je connaisse, en tout cas, le plus proche serait Henri V. Avant d'être roi, c'est un jeune picoleur qui traîne avec les gens du peuple et qui semble parfaitement indigne. À l'instant où il prend la couronne, il incarne sa fonction. Il balaie ses amis déshonorants parce qu'il le doit et il offre la victoire d'Azincourt à ses troupes désespérées et en sous-nombre suite à un discours qui fout les poils en l'air tellement que c'est beau. Alors, est-ce que Tyrion a l'étoffe d'un roi ? Non. A-t-il toujours fait preuve de discernement ? Oh que non, surtout en ce qui concerne les ouzes. Et on peut dire qu'il a fait une belle boulette en plaçant tous ses œufs chez la mère des dragons. Mais est-ce qu'il possède un sens aigu de ce qui doit être, de ce qui est décent et juste ? Oui. Est-ce que ce personnage s'est construit en fonction de ce qui était nécessaire aux 7 couronnes ? Oui. Est-il, presque malgré lui au fil de son destin, le rouage indispensable à l'avancée de l'histoire ? Alors ça, à fond les ballons, mon pompon. Tyrion Lannister n'est pas un guerrier. En revanche, c'est un personnage cultivé, fin psychologue, et parfaitement rompu aux stratégies politiques, officielles comme officieuses. Sa blessure d'estime personnelle lui permet de considérer chacun sans mépris. Il peut aussi bien sympathiser avec Bronn, le mercenaire, qu'avec le fin Varys, le bâtard ombrageux Snow ou la reine Targaryenne. Il est à sa place dans tous les mondes, puisqu'il n'est à sa place dans aucun des mondes. Et c'est bien souvent lui qui ramène à ce qui est juste par ses actions. Qu'il s'agisse d'une gifle à Joffrey, elle nous a fait plaisir celle-là, de libérer courageusement les dragons enfermés par Daenerys elle-même, ou encore de se trouver sur la route des Stark, avec qui il entretient un rapport très particulier, tu vas le voir. Il tente de racheter un peu l'injustice causée par son frère en faisant fabriquer une selle spéciale pour Bran. Il sauve la vie de Catelyn, alors que celle-ci en avait fait son prisonnier. Il conseille Jean Neige alors qu'il vient d'entrer dans la garde de nuit, because comme d'hab, he knows nothing celui-là. Sans oublier qu'il sera toujours extrêmement protecteur et respectueux de Sansa et son meilleur mari, comme elle le lui dira plus tard. Tyrion est irrépressiblement poussé vers les Stark car c'est la maison qui résonne le mieux avec ses vraies valeurs d'intégrité et d'équité. Il aime comprendre et apprendre. C'est le seul qui observe les dragons autrement que comme des armes ou des outils de puissance. Il sait leur intelligence. C'est le seul qui prend le temps, à la veille de la bataille contre les White Walkers, de s'intéresser à l'incommensurable savoir de Bran, devenu Corneille. Non, pas le chanteur, même si c'était en effet le moment de vivre chaque jour comme le dernier. Comprendre l'autre, avoir la connaissance des enjeux, la mémoire de l'histoire commune, c'est le seul moyen de trouver l'équilibre juste. Et nous voilà avec un personnage désavoué par sa propre famille, méprisé, qui s'est employé lui-même à vivre une vie méprisable, qui deviendra main, premier conseiller du roi ou de la reine, pas moins de 3 fois. Tu te rends compte, mon pompon ? C'est fou pour quelqu'un qui a parfois pris de si mauvaises décisions, pour quelqu'un qui fait partie de la pire famille de Westeros, pour quelqu'un qui se tenait aux côtés de celle qui a tout flambé. Oui, mais Tyrion a su sortir des luttes partisanes. Il n'œuvre plus pour lui depuis bien longtemps. Il a prouvé par son parcours qu'il œuvre toujours pour le bien commun, même s'il se trompe parfois. Ce que le monde a compris sur lui, c'est ce qu'il a mis lui-même toute sa vie à comprendre. Il est fait pour être main. C'est la place qui lui revient. Mais pour s'accomplir dans ce devoir, il lui fallait d'abord prendre conscience de sa propre valeur, mesurer son parcours, laisser les blessures du passé et avancer sur l'expérience acquise. Considérer sa taille sous un autre angle pour se rendre compte de sa réelle grandeur.
Je ne pouvais donc passer à côté de l'évidence en associant à ce personnage l'exercice de relaxation dynamique appelé l'exercice numéro 1 des mains. Bah oui, le gars il a été 3 fois main. Eh ben dis donc, elle est pas mal celle-là, je me tiens bien les côtes moi. Oui, ah ça va Cathy, j'avoue elle était facile. Mais en plus de ça, c'est pas qu'un jeu de mots tout bête, tu vois, parce que l'exercice numéro 1 des mains, eh ben, ça sert d'abord à prendre conscience de sa verticalité, mais ça peut aussi rapidement servir à prendre conscience qu'on est capable de se regarder avec une certaine hauteur, qu'on est capable de porter sur soi un regard différent, un regard bienveillant, qu'on est capable aussi de mesurer le chemin qu'on a parcouru, qu'on est capable enfin de comprendre à quel point on se tient droit, tenu par ses valeurs. C'est un très bel exercice de visualisation, enfin plutôt d'observation de soi-même. Comme c'est un exercice de relaxation dynamique, tout le monde est bienvenu pour participer. Comme à l'accoutumée, je vais animer l'exercice en donnant les recommandations de départ, en disant debout, etc. Néanmoins, si tu ne peux pas te tenir debout, tu peux tout à fait pratiquer cet exercice en adaptant à ta position et en scannant ton corps, puisqu'il s'agit de ça avec les mains, et de l'endroit où tu peux partir jusqu'en bas. Si tu ne peux pas bouger les mains, tu peux complètement imaginer que tu passes ou qu'on passe un miroir devant toi et que c'est ainsi que tu pourras scanner ton corps de haut en bas. Je t'explique donc le principe de l'exercice. Il s'agit d'abord d'inspirer en mettant ses mains derrière la tête, tu sais, comme quand on veut s'étirer un tout petit peu après avoir bien travaillé, tu vois, avec les doigts croisés derrière le crâne. Une fois qu'on en sera là, tu bloqueras ta respiration et tu prendras le temps un petit peu de rester comme ça, les mains derrière la tête. Puis, tu commenceras à passer toujours les mains jointes, donc les deux mains jointes, devant ton visage, en commençant à souffler doucement par la bouche. Et tu vas imaginer que dans tes mains, il y a comme un miroir et que tu es en train de scanner ton corps tout doucement. Tu vas donc baisser très doucement tes mains devant toi, les yeux fermés, en imaginant le reflet de ton propre corps à l'intérieur de tes mains. Donc tu vas continuer à baisser les mains en passant par le cou, les épaules, le buste. Tu vas donc te pencher au fur et à mesure pour continuer à scanner ton corps. Bien évidemment, tu ne pourras pas continuer à souffler ton air à moins que tu aies pris une vraiment très très bonne inspiration au départ. Donc quand tu commences à arriver au bout de ton air, tu reprends tout simplement une respiration naturelle pour terminer ta descente. Tu vas le plus bas possible. Une fois que tu es arrivé le plus bas possible, tu relâches tes bras vers le bas. Tu penses bien à aller jusqu'au bout de l'observation de ton propre corps. C'est vraiment de la tête jusqu'aux pieds. Et une fois que tu as terminé, tu remonteras doucement, toujours en respiration naturelle. Fais juste bien attention à dérouler gentiment ta colonne. Évite de faire un bras de levier trop important sur une ou deux vertèbres en te remontant un peu comme un angle droit. Essaye de voir ça vraiment comme si tu déroulais une chaîne tout doucement pour la redresser. Une fois que tu seras redressé à la verticale, on prendra quelques instants pour que tu puisses te concentrer sur tes ressentis, sur tes sensations. Et puis, pour la deuxième fois, pour le deuxième enchaînement, mais je te redirai tout au fur et à mesure bien sûr, et bien cette fois-ci tu iras mettre les bras complètement en l'air au-dessus de la tête, toujours avec les mains jointes, la paume retournée vers le ciel du coup. On bloquera la respiration et en bloquant la respiration tu prendras un temps pour t'étirer un petit peu, tu vas prendre de la hauteur et ensuite même chose, on rabat les bras, toujours respiration bloquée, puis une fois arrivé vers le visage, les mains sont bien devant le visage, c'est le même principe. Tu souffles, tu t'observes doucement en descendant. Et pour le troisième enchaînement, ce sera à toi de choisir, mon pompon, selon ce qui t'aura le plus parlé, soit de commencer les bras croisés derrière la tête, enfin les mains croisées derrière la tête, soit de commencer avec les mains croisées
en ayant les bras complètement levés au-dessus de la tête. Ce sera à toi de voir. Pour cet exercice d'aujourd'hui, je te propose l'intention suivante, c'est d'essayer justement de t'observer non seulement avec bienveillance, mais en prenant conscience pleinement de ta grandeur et de ta valeur. Alors, si tu es prêt, mon pompon, on va pouvoir commencer. Je te propose d'abord de te débarrasser de tout ce qui pourrait te gêner. Comme tu l'as compris, tu vas te plier. Donc si tu as une ceinture un peu serrée ou ce genre de choses-là, c'est peut-être le moment de t'en débarrasser. Et puis comme il s'agit de passer ses mains devant soi-même, comme toujours, si tu as des bagues qui vont te gêner pour croiser les doigts ou des bracelets qui vont faire du bruit, tu peux les enlever également. Fais bien attention aussi, comme tu auras les yeux fermés, de vérifier que tu peux te pencher et te relever sans risque de te cogner quelque part. Ce serait tout de même un peu ballot. Et puis comme d'habitude, je te rappelle que c'est un temps que tu dois mettre à profit pour te centrer sur toi-même, être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, de ce qui se passe dans ton corps, dans ton mental. Et reste bien concentré évidemment sur le ton de ma voix afin de suivre les consignes au fur et à mesure. Si tu es prêt mon pompon, je te propose de te placer dans la position adéquate, les pieds bien à la largeur du bassin. Pense à plier très légèrement tes genoux pour conserver ton équilibre. Pour le moment, garde la colonne vertébrale bien droite. Relâche complètement tes épaules, laisse les bras bien souples et détendus le long du corps. Et place ta tête dans l'alignement de ta colonne. Et si tu es prêt, tu peux fermer les yeux. Inspire profondément par le nez et place tes mains derrière ta tête, les coudes levés. Bloque ta respiration et reste quelques instants dans cette position. Commence maintenant à faire passer tes mains doucement devant ton visage en soufflant par la bouche. Imagine que tu projettes ton image dans tes mains comme s'il s'agissait d'un miroir. Prends le temps de scanner ton corps de haut en bas. Reprends une respiration naturelle dès que tu arrives au bout de ton souffle. Penche-toi doucement, accompagne le mouvement de tes mains pour scanner ton corps. Prends le temps de t'observer avec bienveillance. Tu peux relâcher doucement les bras vers le sol. Et tu peux commencer à dérouler doucement la colonne pour te relever. Sois à l'écoute des premiers ressentis de la tête jusqu'aux pieds. Et prends conscience de ta verticalité. Je te propose de passer au deuxième enchaînement. Inspire profondément par le nez en levant les bras au-dessus de la tête et en croisant les mains, paumes vers le ciel. Bloque ta respiration et étire-toi un petit peu. Tu peux maintenant rabaisser les bras, garder les mains croisées, les tourner vers le visage et commencer à scanner ton corps doucement en soufflant par la bouche. Prends le temps de t'observer dans ce miroir. N'oublie pas de reprendre une respiration naturelle quand tu arrives au bout de ton souffle. Observe-toi
avec bienveillance. Tu peux progressivement relâcher les bras vers le bas. Et tu peux dérouler doucement ta colonne vertébrale pour te redresser. Prends le temps d'accueillir les sensations dans ton dos, dans tes mains, tes bras, mais aussi les échos de ton observation de toi-même. Prends conscience de ta propre grandeur. Pour le dernier enchaînement, je vais te laisser faire à ton rythme et en choisissant la position de départ qui t'a le plus parlé, soit les mains croisées derrière la tête, soit les bras levés avec les mains croisées, la paume vers le ciel. C'est à toi, tu peux commencer. Pense à bien reprendre une respiration naturelle. Laisse reposer tes bras. Et tu peux dérouler doucement la colonne pour te redresser. Prends le temps de t'imprégner de tes ressentis. Et prends conscience d'à quel point tu te tiens droit avec tes valeurs. L'exercice est à présent terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.